En voulant décrire la Russie, Macron décrit la France néocolonialiste. On pourrait penser que ce que je dis est une blague, mais il faudrait donner la parole d'abord au président français Emmanuel Macron, afin qu'il nous dise ce qu'il pense vraiment de la Russie de Poutine, qu'il nous parle de Poutine. Donnons-lui la parole, parce que c'est dans sa propre bouche que nous allons prendre les mots permettant de décrire sa propre politique. Puisque ce sont des mots qu'il utilise, qu'il soit permis à tout le monde de constater que tout le monde a le droit de les utiliser en décrivant à chaque fois l'objet qui lui paraît correspondre à ces mots. Alors on ne peut pas critiquer le président Macron sans l'avoir préalablement écouté. Je voudrais qu'on l'écoute d'abord. Y compris pour sa propre survie. Hop. Vous avez la parole. Donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens, faut pas être naïf. Et on continue. Je reprends ce point-là. C'est une menace pour les Européens. Je reprends ce point-là un peu plus amplement. J'ai une version plus large de la vidéo dans laquelle le président français décrit, le président russe. Faudrait qu'on l'écoute amplement. Ah, là, j'ai trouvé, voilà. Durablement. Hop. Président Macron. Est devenu durablement. Non. C'est une interview accordée à LCI. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Faut pas être naïf. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Faut pas être naïf. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Faut pas être naïf. Bon, alors, je voudrais d'abord m'arrêter là. Le président Emmanuel Macron, président de la République française, parle de la Russie. Et il dit que, on va prendre ces mots un à un. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation. Alors, il dit que la Russie est devenue une puissance de déstabilisation. Alors, il fait allusion à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En effet, tout le monde a vu en février 2022 l'armée russe envahir le territoire ukrainien. Mais, avec le recul du temps, on sait que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a pas commencé en février 2022. Il a commencé plus de 10 ans plus tôt, lorsque le gouvernement ukrainien s'est mis à persécuter les populations russophones d'Ukraine. On sait que ce conflit a commencé lorsque l'OTAN s'est mise à installer des infrastructures stratégiques en Ukraine pour pouvoir avancer vers la Russie, comme l'a reconnu le pape François Ier, qui a dit que la guerre a été provoquée par la provocation de l'OTAN qui est venue aboyer. Ce sont les mots du pape défunt François Ier. L'OTAN est venue aboyer aux portes de la Russie. On se souvient aussi que en 2015, la Russie et l'Ukraine avaient signé sous l'égide, des pays européens, un accord. Mais comme l'a reconnu l'ancien président français François Hollande, cet accord n'a été signé qu'en attendant de faire la guerre à la Russie. Donc, quand, avec le recul, on regarde les épisodes de la guerre russo-ukrainienne, on sait qu'il s'agit d'un conflit qui n'a pas commencé en 2022, et que dans ce conflit, on ne peut pas faire porter toute la responsabilité à la Russie, en ignorant la dérive du régime nazi ukrainien, par ailleurs allié des terroristes en Afrique,
qui a été à l'origine de la persécution des populations russophones du Donbass, obligeant la Fédération de Russie à venir défendre en quelque sorte une partie de son propre peuple, le peuple russe, qui par ailleurs est un peuple intimement cousin du peuple ukrainien. Donc, quand le président Macron dit que la Russie est devenue une puissance de déstabilisation, c'est à cela qu'il fait allusion, à une guerre dans laquelle les intérêts vitaux de la Russie sont en jeu, comme l'a reconnu le président Donald Trump lors de la rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Alaska, en Anchorage. Prenons le deuxième mot du président Macron pour désigner la Russie. Oui. Est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris... Alors, deuxième élément, la Russie, menace potentielle. Là, on retrouve dans la bouche du président Macron un langage qui correspond exactement à la doctrine du preventive war dans la terminologie américaine. C'est quoi le preventive war? C'est une doctrine élaborée sous Zbigniew Brzezinski dans les années 80, et notamment qui a commencé à être mise en œuvre par Ronald Reagan, selon laquelle tout pays qui aurait l'intention, de près ou de loin, d'attaquer les États-Unis doit être attaqué par anticipation. C'est-à-dire qu'avant même que ce pays n'ait posé un acte hostile, il faut l'attaquer. C'est la doctrine de la guerre préventive. Quand Emmanuel Macron dit que la Russie est une menace potentielle, il indique que la Russie est potentiellement prête à faire la guerre contre la France. Et que par conséquent, la France doit se mettre en économie de guerre, en posture de guerre contre la Russie. Autrement dit, il prédéclare en quelque sorte la guerre à la Russie, en partant du principe que la Russie pourrait faire la guerre à la France. Il applique donc à la Russie la fameuse doctrine américaine du preventive war, la guerre préventive. Le fait est que, dans l'histoire récente des nations européennes, la Russie n'a jamais fait la guerre à la France. Au contraire, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les armées russes, alors armées soviétiques, ont contribué à la libération de la France. La France a été libérée du nazisme par l'effort conjugué des troupes africaines. Partagez massivement l'émission, on essaye de nous interrompre. Soyez vigilants côté TikTok, soyez vigilants côté YouTube. On essaye de nous interrompre, là, je ne sais pas pourquoi. Je suis pourtant simplement en train d'analyser des propos tenus publiquement par le président Macron. J'exerce ici ce qu'on appelle un usage public de la raison, comme le définirait Emmanuel Kant. Et déjà, on veut tout faire pour que je ne parle pas. Il y a un petit problème. Mais si vous ne voulez pas que les autres parlent, ne parlez pas non plus. Vous parlez, nous parlons, et la vie continue. Pourquoi vouloir à tout prix couper nos programmes? Donc, la Russie, menace potentielle pour la France, ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à l'expérience des Français et des Françaises. Vous savez quelles sont les plus grandes menaces qu'il y a ici en France? Bon, les Françaises et les Français croulent sous une hausse sauvage des impôts. Les Françaises et les Français croulent sous une hausse sauvage du coût de l'énergie. Les Françaises et les Français croulent sous une hausse permanente du coût des produits de première nécessité. Les Françaises et les Français sont accroupis sous les crédits. Les Françaises et les Français sont inquiets de la dégradation du service public de l'éducation, du service public de santé, la dégradation du service public de sécurité, la dégradation du service public de justice. Les Françaises et les Français sont également inquiets de l'état de leurs berceaux, qui sont de plus en plus vides parce que les cellules familiales et la confiance en l'avenir s'effondrent dans les jeunes générations. Voilà les problèmes, par exemple, que les Françaises et les Français ont au quotidien ici en France. Quand vous sortez et que vous discutez avec les concitoyennes, les concitoyens de France, la première plainte que vous entendez, elle porte sur leur pouvoir d'achat, elle porte sur l'élévation exponentielle des impôts, des taxes foncières, elle porte sur l'élévation exponentielle du coût du carburant, du coût du courant, l'élévation exponentielle du coût du téléphone, elle porte sur l'effondrement de la valorisation des retraites, la valorisation des salaires. Les Français ont des problèmes socio-économiques, de sérieux problèmes socio-économiques.
Le premier mot qu'on a sur la bouche en France quand on se plaint, c'est pas Poutine. Donc c'est complètement contre-intuitif. Cela ne correspond pas à la réalité française. Sur le plan politique, le grand problème qui se pose ici en France, c'est l'illégitimité du gouvernement. Monsieur Bayrou n'est pas issu d'un parti politique majoritaire au Parlement. Monsieur Macron, le président de la République, ne dispose pas d'une majorité au Parlement pour gouverner. La France est en crise politique grave. Parce que d'un côté, un présidentialisme aigu s'accompagne d'un parlementarisme mou. Voilà les problèmes des Français et des Françaises. Ce n'est pas Poutine. Donc, continuons d'écouter le président Macron. De notre côté, la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Alors, le président Macron dit que la Russie joue sa propre survie. D'un point de vue, d'abord, au niveau de la superficie, la Russie est au moins 15 ou 20 fois plus grande que la France. Elle n'a pas de problème de superficie. Du point de vue des ressources naturelles, la Russie a d'immenses ressources naturelles que la France n'a pas. C'est une puissance pétrolière, c'est une puissance gazière. Elle a même dans son sol de l'uranium. Mais comment la Russie joue sa survie alors que c'est un pays qui est capable de vivre en autarcie et pas la France? Vous voyez, ce sont des choses qui pourraient enseigner des contre-vérités et des faussetés au peuple. La Russie joue sa survie. Comment? Alors que précisément la Russie est un État-continent. C'est un État-continent. Jusqu'au fin fond de la Sibérie, c'est un pays qui est un gisement minier immense. Avec des terres rares et tout ce qu'il lui faut. Quelle survie la Russie joue? Si moi je n'avais pas été en Russie, peut-être que j'aurais été sensible à ce que dit M. Macron. Parce que je me serais contenté de ce que j'ai vu sur les médias occidentaux à propos de la Russie. Le peuple russe va très bien. Ils sont presque 200 millions. Ils vont très bien. Ils ont un système politique, ils ont un système économique, ils ont un système industriel suffisamment robuste et qui a résisté à toutes les sanctions européennes, américaines, à toutes les sanctions occidentales. Comment ça se fait que le président Macron nous dise que la Russie joue sa survie, alors que même sur le plan militaire, une confrontation entre l'armée russe et l'armée française ne durerait pas une semaine. La Russie, c'est une puissance nucléaire avec 6000 têtes nucléaires. La France en a 200. Sont des milliers, sont des centaines de milliers même de chars que les Russes sont capables de produire. Ils ont une industrie de guerre qui n'est comparable à rien de ce que nous avons en France ici. Et lui, il dit que c'est la Russie qui joue sa survie. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est président de la République, on n'a pas le droit de mentir au peuple. Ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à la réalité. Nous nous souvenons ici qu'en 2022, celui qui était alors ministre de l'économie et des finances de la France, monsieur le ministre, comment il s'appelle, Bruno Le Maire, il nous avait publiquement dit qu'ils allaient effondrer, ils allaient faire effondrer l'économie russe. Mais quelle est l'économie qui s'est effondrée? C'est l'économie française. C'est la France qui vit à crédit sur le marché financier international, pas la Russie. La Russie a épongé sa dette internationale. Elle a épongé sa dette internationale sous Poutine. Elle ne doit pas de l'argent à un pays étranger, la Russie. La France, quant à elle, vit à crédit. Elle doit emprunter 3000 milliards d'euros en permanence sur le marché international pour vivre. La note de crédit de la France a été dégradée par les institutions financières occidentales comme Moody's. C'est-à-dire que ça devient un partenaire auquel prêter de l'argent est dangereux. Mais comment le président Macron peut dire aux Françaises et aux Français, peut dire à la face du monde que la Russie joue sa survie, alors qu'il est à la tête d'un gouvernement sans budget, un pays sans budget. Le mois de septembre s'annonce houleux en France. Parce qu'il y a une censure qui pèse contre le gouvernement français et qui a vocation à contrecarrer le projet de budget que le Premier ministre illégitime, François Bayrou, incarne. Mais comment ces gens-là, ils vivent sur quelle planète? Comment ils peuvent dire aux gens que c'est la Russie qui joue sa survie alors qu'on les voit survivre ici?
Bon. Continuons. De notre Ouais. Russie Ouais, continuez. est devenue durablement une puissance de déstabilisation, Ça, on a déjà vu. une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Ça, c'est pas vrai. Pris pour sa propre survie, C'est pas vrai. il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un... Mais moi, j'ai été en Russie. Les Russes n'ont pas faim. Leurs supermarchés sont bien achalandés. Et ils sont moins chers que les nôtres en France. Je parle de la Russie que j'ai visitée. Je vais à Paris, là, 130 km. Je vais au supermarché. Ça coûte plus cher qu'en Russie. Ça coûte plus cher qu'en Russie. La vie coûte moins cher en Russie qu'en France. Mais de quoi nous parle-t-il là? C'est juste insupportable. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France. Mais alors, sous quelle forme la Russie viendrait-elle faire de la prédation en France? Qu'est-ce que la Russie viendrait prendre en France? Des terres? Des champs? La Russie viendrait prendre quoi? L'industrie de l'armement française, qui est en retard par rapport à la sienne. La Russie va venir prendre quoi? Le pétrole que la France n'a pas. L'uranium que la France n'a pas. Le gaz que la France n'a pas. Écoutez, elle va venir prendre la population française qui est inférieure à la sienne. Il y a à peine 70 millions de Français. Il y a pratiquement près de 200 millions de Russes. Ben, qu'est-ce que les Russes vont venir prendre en France? J'ai vraiment envie de savoir. Qu'est-ce que la Russie va venir prendre quoi en France? Il faut expliquer aux Français ce que les Russes veulent prendre. Ils veulent prendre quoi? Ils veulent prendre la cathédrale Notre-Dame pour partir avec? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre? Notre-Dame de Rouen, ils veulent prendre quoi? L'Arc de Triomphe? Qu'est-ce que la Russie peut venir chercher en France? Vladimir Poutine s'en est plusieurs fois expliqué, demandant aux Occidentaux de lui dire ce que lui, Poutine, va quitter. Les raisons pour lesquelles il quitterait Moscou pour venir prendre quelque chose en France. Ce serait quoi exactement? Les réserves d'or russes sont remarquablement élevées et son potentiel d'en avoir est très élevé. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir prendre? Il ne manque pas de territoire, il ne manque pas d'hydrocarbures, il ne manque pas d'une industrie développée dans tous les domaines. Ils sont autonomes, c'est un pays autarcique. Ils vont venir prendre quoi? Président Macron, venez dire aux Français ce que les Russes veulent venir prendre en France. Il serait temps de pointer les choses que les Russes veulent prendre. Est-ce qu'ils veulent prendre le PSG que les Qataris ont déjà pris? Les Russes veulent-ils acheter des clubs? Quels clubs? Olympique Lyonnais? Olympique de Marseille? C'est ça? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre en France? Moi, je ne vois pas. Il n'y a rien à prendre en France pour la Russie. Rien. Et il n'y a jamais eu l'intention pour la Russie de braquer la France. De mettre la main sur les biens des Français. Je n'ai pas une seule trace d'une telle action dans l'espace et le temps. De la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Prédateur. Je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée. Mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Bon, voilà. Alors, donc, écoutez, quelle que soit la manière dont vous examinez les choses, vous vous rendez compte que le président Macron ne dit pas la vérité. La France et l'Europe ne sont pas les cibles de la Russie. La Russie ne veut pas devenir propriétaire du continent européen. Elle a simplement demandé à l'OTAN d'arrêter de faire avancer son infrastructure militaire à ses portes. Et elle a tracé sa ligne rouge en Ukraine, en disant « Halte là, vous ne passerez pas, halte là ». C'est ce que la Russie a dit. Mais si le président Emmanuel Macron ne dit pas la vérité à propos de la Russie, mais de qui parle-t-il? Alors on va faire un exercice inverse. On va faire l'hypothèse qu'en fait le président Macron parle de la France elle-même. Et on va essayer de voir si cela correspond à l'action de la France. Si les mots du président Macron, on enlève le mot Russie, on lui redonne la parole. Et chaque fois on va faire une phrase en mettant France à la place de Russie. Et puis on va vérifier historiquement si c'est vrai. Parce que c'est peut-être là qu'on va se rendre compte que les propos du président Macron sont un autoportrait de la politique internationale de la France.
Alors, donnons-lui la parole et recommençons l'exercice. Monsieur Macron, dites-nous... La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation. Alors, on prend la première phrase. On dit la France est devenue durablement une puissance de déstabilisation. Est-ce qu'on peut dire cela de la France? Réponse oui. À partir de quand la France est-elle devenue durablement une puissance de déstabilisation? Je peux donner une date à partir du XVIIe siècle, lorsque Colbert, ministre du roi de France, a édicté le Code noir et a décrété que les navires de guerre et de commerce français avaient le droit d'aller s'emparer des populations noires en Afrique et partout ailleurs dans le monde pour les réduire en esclavage. C'est là que la France est devenue, à l'échelle mondiale, une puissance de déstabilisation. Par la suite, la France a continué d'être une puissance de déstabilisation lorsque, sous l'Empire et plus tard sous la République, elle a engagé les colonisations. Les colonisations se sont accompagnées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de déportation, de génocide en Afrique, en Asie, en Amérique et dans les îles de l'océan Indien et de l'océan Pacifique par les armées françaises. Là-dessus, il n'y a aucun débat. On ne connaît pas les invasions, négrières russes en Afrique. On ne connaît pas les invasions coloniales russes en Afrique. On ne connaît pas des déportations coloniales d'Africains. On ne connaît pas de crimes contre l'humanité perpétrés par les armées russes en Afrique. Mais on connaît les crimes contre l'humanité perpétrés par les armées françaises. Allez regarder le film de René Vauthier sur la guerre d'Algérie. Le président Macron lui-même vient de reconnaître que la France a mené une guerre contre le peuple camerounais entre 1955 et 1971. C'est une guerre qui, au bas mot, est évaluée à plus d'1 million de personnes tuées par le fait de l'armée française. Madagascar pourrait témoigner. Les Ivoiriens peuvent témoigner. La révolte des Abbesses, que ça leur a coûté. On peut repartir étudier les massacres français, au Tchad, au Niger, au Bénin, au Togo, les massacres français en Côte d'Ivoire, les massacres français au Sénégal. Il n'y a pas une seule terre d'Afrique dite francophone qui n'est pas connue de massacres français. Allez étudier la guerre du Congo-Wara entre 1928 et 1931 dans l'actuel territoire de la République centrafricaine qui a été magistralement étudié par le grand historien Raphaël Nsabakomada Yakoma. Donc, c'est-à-dire que lui, quand il veut parler d'une puissance qui est spécialisée dans la déstabilisation, il oublie les 100 coups d'État militaires perpétrés par les services français au XXe et XXIe siècle en Afrique. Il oublie tout ça. Et pendant qu'on en parle, il y a un officier français qui est arrêté au Mali dans le cadre d'un complot contre la sûreté de l'État malien en 2025. Combien d'officiers russes ont été arrêtés en Afrique dans des manœuvres de déstabilisation contre un régime africain? Combien? Dans l'histoire, combien de coups d'État fomentés par la Russie ont été perpétrés en Afrique? Avec des preuves tangibles comme les coups d'État français. Combien? Donc, on se rend compte qu'en fait, la notion de déstabilisation correspond à la description de la France elle-même. Non, c'est la France. C'est la France. Y compris pour sa propre survie. C'est la France qui joue sa propre survie. Parce que la puissance française a été conçue sur le principe de l'exploitation indéfinie de l'Afrique. C'est en ce sens que le président Macron avait dit que l'Afrique est l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe. Il entendait par là que l'avenir de la France et de l'Europe était suspendu à l'exploitation privilégiée de l'Afrique. Quand on regarde l'économie française, sur les 600 dernières années, elle a été construite sur quoi? D'abord la traite négrière, par la suite l'exploitation des territoires coloniaux. Et de ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. L'industrie française a été approvisionnée abondamment tout au long du XXe siècle par des matières premières gratuites qui venaient d'Afrique et qui venaient des dom-toms. Si on a en France aujourd'hui une réserve d'or formidable, c'est précisément en raison de ce passé, de ce passif colonial. Les réserves de change de la Banque de France sont largement constituées des réserves des 15 pays africains restés arnaqués par le franc CFA.
Donc s'il y a un pays qui joue sa survie aujourd'hui, c'est la France, parce que c'est elle qui n'a pas anticipé la transformation de son modèle d'économie politique. Les dirigeants de la Ve République ont grandi avec le dogme qu'ils auraient toujours la possibilité d'exploiter l'Afrique pour renflouer les caisses vides de la France. Maintenant que des gouvernements souverainistes émergent en Afrique, cela complique l'équation française et cela se traduit par une crise économique aiguë, une crise financière, une crise budgétaire et bientôt une crise politique explosive. Si la France est en crise, c'est précisément parce qu'elle a perdu, elle est en train de perdre sa vache à lait, l'Afrique. Voilà la vérité. Le président Macron décrit la France en faisant semblant de décrire la Russie. C'est la France qu'il décrit, qui entre maintenant en période de survie parce qu'elle est en train de perdre sa position privilégiée, ses monopoles sur l'Afrique dite francophone. Elle n'a pas été capable de concevoir sa puissance sans une exploitation injuste de ses anciennes colonies et territoires sous tutelle. Maintenant, ces colonies et ces territoires sous tutelle s'arrachent de force, eh bien, à la main féroce de la France, qui se retrouve prise au dépourvu. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi, racontée par Jean de La Fontaine. C'est exactement cette histoire. Ayant été imprévoyante, eh bien, la puissance française se retrouve au dépourvu. Elle n'avait pas prévu que l'uranium nigérien ne continuerait pas à être gratuit. Elle n'avait pas prévu que le pétrole du Gabon, du Cameroun, d'Angola, le pétrole d'Algérie, le gaz, etc. ne serait pas plus gratuit. Elle n'avait pas prévu tout ça. Ils n'avaient pas prévu que bientôt il sera difficile de s'approvisionner comme ça tranquillement en manganèse, en cobalt, en fer, en aluminium, que ça serait difficile. C'est devenu difficile. Et ils n'avaient pas prévu de solution alternative. Et voilà comment on se retrouve au rouge. L'économie française est au rouge. Parce que la vache à lait a séché ses pisses. Le pis de la vache à lait de notre côté, la Commission est asséché. prend des mesures spécifiques de la Russie. Donc donnons-lui la parole encore. Est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Il a besoin de continuer de manger. Mais qui a besoin de continuer de manger? C'est le néocolonialisme français. Ce sont les monopoles de Bouygues, de Bolloré, d'Orange, de Total, Énergie. Ce sont tous ces monopoles-là qui alimentent la France. Et ce sont ces monopoles qui sont menacés et qui menacent justement la France de famine économique, industrielle, de famine géoéconomique mondiale. C'est une autodescription de la situation de la France. C'est elle qui est en train de tomber. Elle est en train de couler tout doucement comme un Titanic. Et M. Macron veut projeter ces énergies sombres-là sur la Russie, qui n'est pas du tout dans cet état. De continuer de manger. Mais qui doit continuer à manger? Et donc c'est un prédateur. Y a-t-il plus prédatrice que la France quand on la compare à la Russie? Historiquement. Bon, écoutez, regardons la carte du monde. Dites-moi les territoires en dehors de l'Eurasie qui ont été occupés par la Russie. Pourtant, la Russie est un immense pays. Hein. C'est un très grand pays, c'est un pays continent. Dites-moi quel pays africain a été occupé par la Russie ces 600 dernières années. Donnez-moi un pays américain qui a été occupé par la Russie ces 600 dernières années. Donnez-moi des pays asiatiques. Il y a eu l'invasion de l'Afghanistan. On peut compter au bout des doigts. Combien de pays d'Asie ont été occupés de façon coloniale par la Russie? En fait, très peu. Très peu, au final. Si on compte l'Afghanistan, si on compte relativement l'Ukraine, à partir de 2022, ce sont des exceptions qui confirment la règle. À savoir que l'État russe est puissant et il est installé sur son hinterland. Mais regardons la boulimie française envers les terres des autres continents. La France s'était lancée sur les terres africaines. Oui ou non? Elle s'était lancée sur les terres asiatiques. Hein? Bien Dien Phu, 1954. La guerre d'Indochine n'aurait pas été possible si la colonisation française n'était pas allée jusqu'en Chine. D'accord? On continue, la colonisation française, le Canada.
Ce sont les terres des Indiens. La colonisation française a franchi l'Atlantique pour aller prendre le Canada. Elle a franchi l'Atlantique pour aller prendre la Guyane. Ne parlons pas des îles, les océans Atlantiques et Indiens. Les Comores, Djibouti, Madagascar, La Réunion. Tout ça, c'est dans l'océan Indien. Allons en Polynésie. Ils sont arrivés jusque là-bas. En Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, ils y sont arrivés. Mais écoutez, mais comment une puissance qui s'est éparpillée dans le monde, utilisant le canon, la ruse et le mensonge pour s'accaparer les terres des autres et leurs richesses, soumettre au forceps des peuples, acculturer massivement les peuples, comment une telle puissance peut utiliser le mot ogre pour désigner une autre? À qui s'applique le concept d'ogre? Qui a toujours faim des territoires des autres? Qui ne veut pas laisser le Mali tranquille, le Burkina tranquille, le Niger tranquille, depuis qu'ils lui ont demandé de partir? Quelle est la puissance dont l'ambassadeur s'est accroché, littéralement comme un pangolin, au Niger, en disant « je ne pars pas, je reste ». Où est-ce que vous avez vu ça? C'est cette puissance française qui s'est acharnée à faire une centaine de coups d'État aux Africains pour imposer à tout prix à la tête de leur pays des valets qui allaient brader tout naturellement le pétrole, l'or, le bois, le café, le cacao, le manganèse, le coltan, le diamant. Qui a fait ça? Est-ce que vous voulez qu'on redonne la parole ici au grand député communiste qui a décrit le cas de la République centrafricaine? Pas besoin quand même. Donc comment le président Macron peut utiliser le mot de boulimique, le mot d'ogre, hein, il a besoin de manger, sans se rendre compte qu'il est dans une autodescription? Non, c'est tout simplement... est devenu durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Mais quelle est la puissance qui menace le plus? Par exemple, les Africains. La puissance qui menace le plus les Africains, c'est la France. C'est l'Europe, par extension. Nous sommes traqués, ostracisés, pourchassés. Nous sommes harcelés, intimidés. Nous sommes spoliés uniquement parce que nous exerçons une parole critique envers le néocolonialisme français. Voici une puissance qui s'est permise de mettre littéralement en liste rouge les esprits libres, les intellectuels panafricanistes, et qui vient parler de la Russie, quoi. L'expérience africaine du rapport à la France est une expérience hautement tragique. C'est une expérience tragique. Qui a tué Ruben Oumniobé le 13 septembre 58 au Cameroun? L'armée française. Qui a tué Félix, je prends juste au niveau du Cameroun, qui a tué Félix Moumié en novembre 1960 à Genève par empoisonnement? William Bechtel, un espion français. Qui a mené une guerre d'extermination avec 1 million de morts au Cameroun entre 1955 et 1971? L'armée française. Mais comment voulez-vous qu'une population qui possède une connaissance de cette histoire écoute les propos du président Macron, qui adresse régulièrement des lettres de félicitations aux pires dictateurs d'Afrique dite francophone, quand ils violent les constitutions, fraudent aux élections pour se reproduire au pouvoir et assurer la permanence des intérêts néocoloniaux français, qui leur adresse régulièrement des lettres de félicitations au mépris des peuples, le président français? Mais comment il peut faire pour s'asseoir face à une caméra, pour s'asseoir face à un micro et utiliser les mots ogre, menaçant, etc. pour parler de la Russie? D'abord, ici en France, on ne se sent pas menacé par la Russie. On n'a pas de problème avec la Russie. La russophobie, là, c'est une parade de diversion inventée par le gouvernement français pour occulter ses problèmes, pour distraire les Français. Et en Afrique, il n'y a pas de russophobie non plus, parce que les Africains, quand ils ont de la culture historique et politique, se souviennent que les Russes ont aidé les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes africains. L'indépendance de l'Angola n'aurait pas été possible sans les Russes. L'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau n'aurait pas été possible sans les Russes. L'indépendance du Mozambique n'aurait pas été possible sans les Russes. La victoire de l'ANC
contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud n'aurait pas été possible sans les Russes. L'indépendance de la Namibie sous la SWAPO de Sam Nujoma n'aurait pas été possible sans les Russes. Tous les mouvements qui ont combattu le colonialisme et l'impérialisme en Afrique ont bénéficié du soutien soviétique, du soutien russe. Le Rassemblement démocratique africain, fondé à Bamako, au milieu des années 40, n'aurait pas été possible sans le soutien de la Russie. Les Africains cultivés ont une très bonne mémoire, et ce n'est pas le président Macron qui va venir passer sa gomme dans nos cerveaux pour nous faire croire que tout d'un coup, l'ennemi est celui qu'il nous pointe, oubliant tous les doigts de sa propre main qui sont repliés sur lui.